Tête chercheuse avec Raphaël Liogier, sociologue et philosophe, la laïcité en France, 110 ans de réflexion, et deuxième épisode, la laïcité fondamentale. Et aujourd'hui, bonjour Raphaël Liogier, on va parler du texte. Oui, tout à fait. On va parler si vous le voulez bien, du texte de la loi de 1905, mais aussi d'un certain nombre de la jurisprudence administrative qui suivra et qui va consacrer les deux grands principes de ce qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle habituellement la laïcité et qui nous distingue, oui, effectivement, de nos voisins allemands, de nos voisins britanniques, italiens et autres. Une exception française, donc. Il y a une véritable exception française, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que cette exception n'est pas là où on la situe souvent aujourd'hui, à vrai dire. Parce que ça a été un peu dévoyé. C'est-à-dire que le texte déjà de la loi de 1905, il a été victime de son succès. Vous voyez, c'est ce que je dis parfois aux étudiants, c'est-à-dire que tout le monde est supposé avoir lu le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, puis résultat, ça nous permet de nous abstenir de le lire et on dit beaucoup de bêtises sur le contenu, parce que tout le monde croit savoir ce qu'il y a dedans. C'est pareil en ce qui concerne la loi de 1905. Vous avez des gens qui disent, qui sont des anticléricaux assez virulents, athées, qui disent qu'il faut revenir à la loi de 1905 pure. Si on revenait à la loi de 1905 pure, on se rendrait compte que c'est une loi de négociation et que c'est une loi extrêmement libérale. Et j'entends le mot libéral au sens premier, puisque la première chose que consacre la loi de 1905, c'est la liberté de culte. Mais une liberté qui s'exprime à égalité avec les autres cultes, quels qu'ils soient. C'est ça le grand moment de la loi de 1905. Alors, à côté de la liberté de culte, ils ont pour promouvoir cette liberté de culte, la loi de 1905 propose un principe qui va devenir célèbre, c'est le principe de la séparation des églises et de l'État. Principe qui est dévoyé aujourd'hui, parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de séparation, on pense séparation entre le religieux et le politique, on va dire. Séparation entre l'État et la religion. On prononce ce genre de mots, d'expression. Alors que ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement ça. Parce que on peut très bien être religieux, revendiquer même sa religion, c'est le cas des partis démocrates chrétiens, qui sont des partis politiques, avoir même un programme qui est directement indexé sur la foi religieuse, par exemple sur la charité ou sur je ne sais quoi, et accéder au pouvoir. C'est parfaitement possible d'accéder au pouvoir et de mettre en place ce programme pour des raisons religieuses. En revanche, même si les convictions qu'on a le droit d'avoir déterminent notre programme, on n'a pas le droit, imaginons qu'on devienne président de la République, je devienne président de la République, et que j'ai une foi bouddhiste ou je ne sais quoi, eh bien, je n'ai pas le droit de financer même l'organisation en particulier. Donc c'est l'organisation bouddhiste. Donc ça veut dire que c'est la séparation de deux types d'organisations. Les organisations religieuses, que par facilité à l'époque, on appelle les églises, au pluriel, très important, et l'État, qui est une organisation particulière. C'est tout ce que ça veut dire. Mais comment est-on arrivé à ce texte ? Est-ce que c'était des débats, des polémiques ? Est-ce que l'Église participait en tant que partie intégrante à ce grand débat de société ? Comment l'Église a participé. L'Église a participé. Il y avait des gens qui étaient extrêmement durs et qui étaient. Ce ne sont pas les durs qui ont gagné finalement. Ce sont plutôt celui qui était le rapporteur général de la loi de 1905 dans le processus législatif, qui était Aristide Briand, et qui était connu pour ses positions tout à fait ouvertes. Position tout à fait ouverte, et sur l'idée qu'il fallait absolument... L'objectif de la loi de 1905, c'est comment permettre l'expression libre des différentes convictions religieuses, y compris des convictions qui se veulent anti-religieuses, mais sans qu'elles prennent le pas les unes sur les autres, qu'elles s'agressent les unes les autres. C'est une loi de négociation, c'est une loi de compromis, c'est une loi de cohésion sociale. Quand vous dites cohésion, c'est pour éviter des guerres ? C'est pour éviter le conflit. Ouais. C'est pour éviter le conflit, et c'est aussi le principe de l'égalité. Égalité, liberté, fraternité. On oublie souvent égalité, ça ne veut pas dire égalisation. Égalité, ça veut dire qu'on est à égalité. En droit, on a tous les mêmes droits. Ensuite, liberté. On a la liberté sur le fond maintenant, pas seulement en droit, mais alors là, sur le fond, concrètement, d'exprimer ce qu'on a à exprimer. Et ensuite, du point de vue de la cohésion, tout ça doit être fait dans un esprit de fraternité, sans viser une communauté par rapport à une autre. C'est pour ça que d'ailleurs, la loi de 1905 n'a pas suffi. Ce qu'on appelle aujourd'hui
l'exception laïque, la spécificité laïque, n'est pas entièrement dans la loi de 1905. D'ailleurs, le mot n'était pas employé dans la loi de 1905. Elle est dans un autre concept, et alors là, qui a fait couler encore plus d'encre que la loi de 1905, qui est un concept jurisprudentiel, comme on dit, parce que ce sont les tribunaux administratifs qui l'ont petit à petit élaboré pour améliorer les choses. C'est ce concept de neutralité. Alors, ces dernières années, neutralité, on y a eu droit. Neutralité de l'État, bien sûr. Voilà. Alors c'est la neutralité, on va dire que c'est la neutralité des représentants des pouvoirs publics. Vous avez raison de dire de l'État, surtout pour l'époque. Mais comme aujourd'hui on a des collectivités décentralisées qui sont théoriquement pas l'État, mais elles sont assujettées aussi à la neutralité. Mais c'est la neutralité de toute cette catégorie de personnes, ou même des biens, des bâtiments, des mairies, tout ce qui représente la République. Plus que l'État, la République. Je vous rappelle, la Nouvelle-Calédonie, c'est la République, mais c'est plus l'État français. Donc tout ce qui représente la République est assujetti à cette neutralité. Mais aujourd'hui, on peut dire que même jusqu'à la loi de 2004, enfin c'est pas une originalité de dire ça de ma part, hein. C'est pas vouloir attaquer cette loi, je ne fais que le constater, j'en suis désolé, mais je ne fais que le constater. Jusqu'à la loi de 2004... Qui, rappelons-le, stipulait... Pardon, oui, la loi de 2004 qui stipule l'interdiction des signes ostensibles dans l'école publique, au sein de l'école publique, en priorité évidemment le voile dit islamique, même s'il y a une liste d'autres vêtements. Jusqu'à cette loi, lorsqu'on parlait de neutralité, et tout le monde, tous les experts, tous les individus qui parlaient de neutralité, ils parlaient exclusivement de la neutralité des agents publics, des représentants de l'État, qui supposaient qu'ils doivent être habillés de façon neutre, pas avec une croix ostensible, pas avec effectivement une kippa ou des choses comme ça. Justement, et ça c'est l'esprit de la laïcité, le véritable esprit de la laïcité, justement pour pouvoir permettre l'expression de la multiplicité des modes d'être. Ce que je vous disais, ce qu'on disait dans la première émission, quelle est l'exigence fondamentale? C'est comment permettre la multiplicité de manières d'être, de vérité, donc de foi, qui seraient contradictoires, mais comment est-ce qu'elles peuvent exister dans un même espace? Et donc la neutralité, l'originalité de la position française, là en l'occurrence, c'est d'imposer la neutralité de tous les agents publics, justement parce qu'on est encore plus soucieux qu'ailleurs de la multiplicité des expressions et qu'elles puissent s'exprimer entièrement dans un véritable espace public. Parce que la Révolution française, c'est vraiment l'idée qu'il y a un espace public où on exprime sa liberté de conscience. Bon. Vous voyez la différence avec le Royaume-Uni? Mais justement, l'originalité, on la voit très bien, c'est qu'au Royaume-Uni, un policier peut demander, s'il se trouve être sikh, de porter un turban sikh. Et ça peut lui être autorisé. Il peut avoir l'autorisation. Il y en a. Bon. En France, ce ne serait pas possible. Pas parce que on veut empêcher aux citoyens d'exprimer dans les espaces publics, leur vérité, mais justement parce qu'on veut qu'ils puissent l'exprimer librement, pacifiquement, sans que l'État impose, pour parler comme Bourdieu, une violence symbolique, impose un sens particulier. Vous voyez, donc et donc depuis les années 2000, ça a été plus ou moins renversé. Hein. On en parlera dans les prochaines émissions, je pense, mais ça a été plus ou moins renversé. Alors que les deux concepts centraux, vous les voyez, c'est séparation des églises et de l'État, pas séparation de la religion et de l'État, de la religion en tant que conviction, en tant que et neutralité. Neutralité du service public, mais neutralité de l'ensemble des agents publics. Vous voyez, ça c'est extrêmement important à garder en tête, parce que après on fait dire un peu tout et n'importe quoi à ce concept de laïcité, alors que c'est ça. Et cette idée, cette jurisprudence qui va consacrer la neutralité de l'État, elle est venue après des affaires, des débats, des contestations. Comment est-elle venue dans l'actualité politique française du XXe siècle? Alors c'est venu petit à petit, parce il faut dire que les choses se sont pas passées tout le temps très pacifiquement, y compris dans le rapport avec l'Église catholique. Donc il fallait trouver de nouvelles garanties. Par exemple, la loi de 1905 consacre aussi l'existence d'associations cultuelles. Hein. Donc il faut qu'il y ait des associations qui sont des associations considérées spécifiquement comme cultuelles. Et l'Église catholique a refusé dans un premier temps d'entrer dans cette catégorie.
et au profit d'associations qui étaient des associations diocésaines spécifiques. Et puis ensuite, il y a eu toute une série de débats parce que l'Église catholique bénéficiait de cette inertie historique, de ce rapport privilégié, et donc la neutralité a ajouté autre chose. Vous voyez, c'est ça qui est, je crois, qui est à retenir. Est-ce qu'on peut dire qu'une fois que il y a eu le principe de la séparation de l'État et de l'Église, puis des églises, très important. C'est bien de le préciser, effectivement, Raphaël Liogé, et puis cette jurisprudence pour marquer la neutralité de l'État, est-ce qu'on a, cette fois-ci, on croit avoir la bonne loi, la bonne définition de la laïcité? En tout cas, si aujourd'hui, on veut donner une définition de la laïcité, une vraie définition, pas une définition qui dérive sur tous les préjugés des uns et des autres, on peut dire que la laïcité, ce sont ces 2 points. Après, on peut disserter sur ces 2 points, on peut dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça ne signifie pas, etc. Mais ce sont ces 2 points. Lorsqu'on sort de ces 2 points, on peut dire que dans une certaine mesure, on transgresse la laïcité. Lorsqu'on parle de neutralité de l'espace public, c'est une pure absurdité. On transgresse la notion même de laïcité. Laïcité, elle ne peut pas être la neutralité de l'espace public. C'est la neutralité des agents publics qui protège justement la liberté d'expression dans l'espace public. À quoi sert la laïcité? Parce que je vous pose cette question, Raphaël Liogé, ça n'a pas servi à protéger les Juifs dans les années 30. Déjà c'est pas une garantie. Je veux dire, on peut faire des lois, on peut émettre des principes, mais ces principes ils sont appliqués par des hommes. Et à la suite de quoi on peut avoir des activités interprétatives, même aujourd'hui encore. La marge d'interprétation de la loi peut souvent aller dans le sens du préjugé. C'est-à-dire que on peut tout le temps... et puis, je vous rappelle que pendant la période, si vous faites référence à la période de Vichy, on peut dire que pendant la période de Vichy, l'état de droit était suspendu, et donc la laïcité était suspendue. Donc oui, ça ne pouvait plus servir à rien, dans une certaine mesure, oui. On se retrouve demain pour notre série, pour continuer notre série sur la laïcité en France, 110 ans de réflexion. Raphaël Liogé, demain, parlera de la laïcité et du laïcisme. À demain, Raphaël Liogé. Merci.